Imaginez un instant. Au cœur des collines verdoyantes et escarpées de l'Afrique australe, dans un silence presque religieux, se dressent d'immenses murs de pierre grise. Des murs cyclopéens, sans une seule goutte de ciment, sans mortier, empilés avec une précision qui semble presque surnaturelle. Ces murs atteignent parfois 11 mètres de hauteur. Ils serpentent sur des centaines de mètres. Ils entourent des enceintes, des passages étroits, une tour conique énigmatique, et ils défient le temps depuis plus de 6 siècles. Pendant longtemps, personne n'a su qui les avait bâtis. Des explorateurs européens ont refusé d'accepter l'évidence. Des théories fantaisistes ont fleuri, Phéniciens, Arabes, reines de Saba, tribus perdues d'Israël. Tout, sauf la vérité la plus belle, ces merveilles ont été érigées par des mains africaines. Aujourd'hui, nous levons enfin le voile sur l'une des plus grandes énigmes architecturales et historiques du continent. Une histoire de pouvoir, de richesse, de génie ingénieux, de commerce international, et surtout, d'une fierté africaine trop longtemps niée. Bienvenue dans le secret d'un royaume africain, le mystère de Great Zimbabwe. Nous sommes au XIXe siècle. L'Afrique australe attire les aventuriers, les chasseurs d'or et les missionnaires européens. En 1871, un géologue et explorateur allemand du nom de Karl Mauch s'aventure dans une région reculée, près de ce qui est aujourd'hui la ville de Masvingo, au Zimbabwe. Guidé par un chasseur allemand nommé Adam Randé, qui vivait parmi les populations locales, Mauch découvre quelque chose qui va le laisser stupéfait. Devant lui s'étendent des ruines colossales, étalées sur plus de 720 hectares, 7,22 km². Des murs de granit s'élèvent fièrement, formant des enceintes circulaires, des terrasses, des passages et des structures imposantes. Mauch est émerveillé, mais aussi troublé. Pour lui, ces constructions sont trop sophistiquées, trop avancées pour avoir été réalisées par des Africains, primitifs, comme le pensaient beaucoup d'Européens de l'époque. Il imagine immédiatement une origine exotique. Il associe le site à l'ancien Ophir mentionné dans la Bible, la terre de l'or du roi Salomon. Il parle de Phéniciens, de la reine de Saba, ou même d'une civilisation méditerranéenne disparue. Cette idée va se propager comme un feu de brousse. D'autres explorateurs et colons, dont Cecil Rhodes plus tard, reprendront ces théories pour justifier leur présence et leur domination. Ils refusent de croire que des peuples africains locaux aient pu organiser une telle société. Pourtant, les ruines parlent d'elles-mêmes. On distingue clairement 3 grands ensembles. Le Hill Complex, complexe de la colline, perché sur un énorme rocher de granit, probablement le lieu de résidence du roi et des cérémonies rituelles les plus importantes. Est la Great Enclosure, grande enceinte, la plus spectaculaire, avec son mur extérieur impressionnant. Les vallées Ruins, ruines de la vallée, où vivait sans doute la majorité de la population ordinaire. Au sommet de sa gloire, entre le XIIIe et le XVe siècle, Great Zimbabwe abritait entre 10 000 et 20 000 habitants selon les estimations des archéologues. C'était une véritable métropole, comparable en taille à Londres ou à d'autres grandes villes européennes de l'époque médiévale. Le nom Zimbabwe vient directement de la langue Shona. Il signifie « maison de pierre » ou « maison vénérable ». Un nom qui, ironiquement, est devenu celui du pays entier, symbole de cet héritage puissant. Great Zimbabwe n'était pas une simple cité fortifiée perdue dans la savane. C'était la capitale d'un puissant royaume, centre économique, politique et spirituel d'un vaste réseau qui s'étendait sur des milliers de kilomètres. Ses habitants étaient principalement les ancêtres des peuples Shona, et plus largement des groupes bantous de la région. Ils maîtrisaient un ensemble impressionnant de savoir-faire. L'extraction et la fonte de l'or dans les mines environnantes, la métallurgie du fer et du cuivre et l'agriculture du sorgho, du millet et d'autres céréales résistantes et l'élevage de grands troupeaux de bétail, qui représentaient non seulement une ressource alimentaire, mais aussi un véritable symbole de richesse et de statut social. Le royaume contrôlait un territoire estimé à environ 50 000 km². Mais sa vraie force résidait dans le commerce international. Great Zimbabwe était un hub majeur sur les routes commerciales reliant l'intérieur de l'Afrique à l'océan Indien. Des marchands swahili de la côte africaine, Kilwa, Sofala, des Arabes, des Perses, des Indiens et même des Chinois venaient échanger ici. Les fouilles ont révélé des preuves extraordinaires. Des perles de verre fabriquées en Inde ou en Europe, de la porcelaine chinoise de l'époque Ming, des tissus indiens raffinés, des pièces de monnaie arabes, des objets en ivoire sculpté. En échange, Great Zimbabwe exportait de l'or pur, très recherché, de l'ivoire d'éléphant, du cuivre, des peaux et d'autres produits précieux. Les dirigeants vivaient dans des enceintes de pierre séparées du reste de la population, marquant clairement une hiérarchie sociale. Le roi, souvent appelé Mambo, exerçait un pouvoir à la fois politique, économique et spirituel. Il était entouré d'une élite,
de conseillers, de prêtres et d'artisans spécialisés. La société était hautement organisée. Des agriculteurs cultivaient les terres fertiles autour de la cité, des éleveurs géraient d'immenses troupeaux, des artisans travaillaient le fer, l'or, la poterie et la pierre, des commerçants reliaient la capitale aux provinces lointaines. Great Zimbabwe était un carrefour vivant de culture, d'idées et de richesses. Un témoignage éclatant que l'Afrique médiévale, entre le XIe et le XVe siècle, n'était pas isolée du reste du monde, mais pleinement intégrée au grand réseau d'échanges de l'époque. Le véritable cœur du mystère reste ces murs extraordinaires. Les bâtisseurs ont utilisé une technique appelée DRY Stone Masonry, maçonnerie en pierre sèche. Aucun mortier, aucune liaison chimique. Seulement des blocs de granit local, soigneusement sélectionnés, taillés et empilés avec une précision remarquable. Le granit des collines environnantes se fend naturellement en plaques régulières grâce aux variations de température, expansion et contraction. Les artisans exploitaient ce phénomène. Ils chauffaient la roche au feu, puis la refroidissaient brutalement pour la faire éclater en blocs transportables. Ensuite, ils les ajustaient un par un, comme un immense puzzle tridimensionnel. La Great Enclosure est la structure la plus impressionnante. Son mur extérieur mesure environ 250 à 252 mètres de circonférence. Il culmine à 11 mètres de hauteur, 36 pieds. Sa base atteint jusqu'à 6 mètres d'épaisseur, s'affinant jusqu'à 3 mètres au sommet. À l'intérieur de cette enceinte se trouve la célèbre tour conique, Conical Tower, haute de près de 10 mètres, massive, sans aucune ouverture visible. Sa fonction exacte reste débattue encore aujourd'hui. Certains y voient un symbole de pouvoir royal, des autres un grenier rituel. Selon les traditions Shona, le souverain prouvait sa générosité en distribuant du grain à son peuple. La tour représenterait cette abondance. D'autres encore y voient une représentation phallique liée à la fertilité et à la continuité de la lignée royale. Les murs ne servaient pas uniquement à la défense militaire. Ils marquaient des espaces sacrés, protégeaient les résidences des élites et impressionnaient les visiteurs étrangers. Leur courbure élégante, les motifs en chevron, zigzag et en damier montrent un sens esthétique raffiné. Autre trésor emblématique découvert sur le site, les oiseaux de Zimbabwe. 8 sculptures majestueuses en stéatite, pierre savon, ont été exhumées. Elles représentent des oiseaux stylisés, probablement des aigles battleurs ou des aigles pêcheurs, perchés sur des colonnes de plus d'1 mètre de haut. Ces oiseaux symbolisaient sans doute des messagers des ancêtres, des esprits protecteurs ou des totems royaux. L'un d'eux est aujourd'hui l'emblème national du Zimbabwe moderne, présent sur le drapeau et les armoiries. Ces constructions demandaient une organisation sociale exceptionnelle, mobilisation de centaines, voire de milliers de travailleurs sur plusieurs générations, connaissance approfondie de la géologie, de l'ingénierie et une vision architecturale cohérente. Rien, dans les fouilles, n'indique une influence extérieure. Tout est profondément ancré dans le génie local africain. Vers le milieu du XVe siècle, le royaume commence lentement à vaciller. Contrairement à beaucoup de cités anciennes détruites par des invasions brutales, Great Zimbabwe n'a pas connu de fin violente soudaine. Elle a été progressivement abandonnée. Plusieurs facteurs se sont probablement combinés. L'épuisement des mines d'or les plus accessibles, obligeant les commerçants à chercher de nouvelles sources plus loin, la surexploitation des terres agricoles et des pâturages, surpâturage par les troupeaux de bétail, des périodes de sécheresse prolongées et de changements climatiques qui ont rendu l'eau plus rare, le déplacement progressif des routes commerciales vers d'autres centres émergents, comme le site de Kami au sud-ouest. Les archéologues ont retrouvé des signes de cette adaptation, des fosses, d'acapites, creusées pour stocker l'eau, témoignant d'une lutte contre la rareté des ressources. Les techniques de construction en pierre et de poterie ne disparaissent pas totalement. Elles se transmettent vers le sud et influencent d'autres royaumes de la culture zimbabwéenne. Au XVIe siècle, les Portugais, qui commencent à explorer la région, entendent encore parler d'un grand Simbao, la cour royale, mais la puissance centrale de Great Zimbabwe s'est déjà affaiblie. Le déclin fut lent, sur plusieurs décennies, comme cela arrive souvent aux grandes civilisations lorsqu'elles atteignent les limites de leur environnement et de leur modèle économique. Pendant des décennies, le racisme colonial a obstinément refusé d'accepter la vérité. Karl Mosch, puis d'autres comme Theodore Bent ou Richard Hall, ont multiplié les théories fantaisistes pour nier l'origine africaine du site. Ils voulaient absolument que Great Zimbabwe soit l'œuvre d'une race supérieure, venue d'ailleurs. Heureusement, la science rigoureuse a fini par triompher. En 1905 à 1906, l'archéologue britannique David Randall Massivet mène des fouilles méthodiques. Il découvre des artefacts identiques à ceux utilisés par les Shona vivant encore dans la région. Poterie, outils de fer, perles. Il conclut que le site est essentiellement africain et date du Moyen Âge, médiéval.
En 1929, Gertrude Caton Thompson, une des premières femmes à diriger une grande campagne de fouilles, confirme avec encore plus de précision, datation, analyse stratigraphique, tout pointe vers une origine locale. Les datations au carbone 14, les études sur la poterie, les objets en or et en fer, ainsi que les traditions orales Shona, ont définitivement prouvé que Great Zimbabwe a été construit par les ancêtres des Shona et d'autres peuples bantous de la région. Aujourd'hui, le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1986. Il est un lieu de fierté nationale pour le Zimbabwe et un symbole pour tout le continent africain. Le secret de Great Zimbabwe n'était pas caché dans des bâtisseurs venus d'ailleurs. Il résidait dans l'intelligence collective, le courage, l'organisation sociale sophistiquée et la créativité exceptionnelle de son peuple africain. Ces murs silencieux, qui ont traversé plus de 600 ans de vent, de pluie et d'histoire, nous murmurent encore aujourd'hui. L'Afrique a toujours été un berceau de civilisations brillantes, de commerçants audacieux, d'architectes ingénieux et de dirigeants visionnaires. Great Zimbabwe n'est pas seulement un site archéologique poussiéreux. C'est une source infinie d'inspiration et de fierté pour les jeunes générations africaines. Un rappel puissant que notre histoire est riche, profonde, complexe et digne d'être célébrée avec force et sans complexe. Les pierres restent debout. Elles défient le temps. Elles défient les mensonges du passé. Et elle nous invite à regarder l'avenir avec la même grandeur, la même ingéniosité et la même fierté que nos ancêtres. Si cette histoire t'a fasciné, transporté ou rempli de fierté, like cette vidéo pour soutenir le contenu sur l'histoire africaine authentique écrit « Great Zimbabwe » ou « Fierté africaine ». En commentaire abonne-toi à Afrique Légendaire TV et active la cloche, partage cette vidéo largement, à ta famille, tes amis, tes groupes WhatsApp ou Telegram. Parce que connaître notre passé, c'est mieux comprendre notre présent et mieux construire notre avenir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle légende africaine oubliée. Paix, fierté et lumière à tous.